Alors, ayant eu le minimum de base en ce qui concerne l'aspect virologique ainsi que l'histoire naturelle de la maladie, allons-y pour cette deuxième partie dans le diagnostic. Le diagnostic de l'hépatite B repose généralement sur les marqueurs sérologiques et viraux. J'avoue quand même que c'est une bête noire de la plupart de médecins ou tous ceux qui désirent s'impliquer dans le suivi et la prise en charge de l'hépatite B. Donc, j'espère bien que je serai à la hauteur pour essayer de clarifier certaines choses. Donc, on a vu avec vous que le virus avait un certain nombre d'antigènes et que ces antigènes-là stimulaient une production des anticorps qui leur étaient spécifiques. Donc, on va commencer par l'antigène HBS qui va stimuler la production de l'anticorps anti-HBS. Cet antigène HBS, c'est un marqueur de dépistage. On va retenir ça. Aujourd'hui, si on veut savoir si un malade a l'hépatite B, on va demander, on va rechercher l'antigène HBS dans le sang. Si cet antigène revient positif, c'est que le malade a l'hépatite B. Le deuxième antigène, c'est l'antigène HBE. Donc, l'antigène HBE, comme je l'avais dit dans les diapositives qui précèdent, c'est un marqueur de réplication. Un antigène HBE positif signe une réplication virale. Mais attention, avec les mutants précoces, ils peuvent avoir une réplication virale, des fois intense, mais avec un antigène HBE qui est négatif. Donc, l'antigène HBE, c'est un marqueur de réplication, mais un marqueur qui est qualitatif, c'est-à-dire qu'il y a réplication ou pas. Alors que s'il faut aller jusqu'à quantifier le virus, là, on va faire la charge virale. Donc, on va faire la charge virale. À côté de l'antigène HBS, on aurait dû avoir l'antigène HBC. Malheureusement, l'antigène HBC n'est pas accessible dans le sang, mais ça peut être dosé à l'intérieur du foie. Ce n'est pas disponible dans le sang. Ce qui est disponible dans le sang, c'est par contre les anticorps anti-HBC. Il y a un de mes enseignants qui disait pour lui le C qui veut dire corps, mais pour faciliter sa rétention, il considérait le C comme cicatrice. Donc, un malade qui a eu affaire avec l'hépatite B et qui est guéri, entre guillemets, ou qui est en phase de cure fonctionnelle, on va le reconnaître par la présence des anticorps anti-HBC. Retenez également que dans le sang, il est rare, bon, pas totalement impossible, il est rare, très souvent, on ne rencontre pas à la fois l'antigène et son anticorps dans le sang. Dès que l'antigène disparaît, l'anticorps va apparaître, mais ça n'apparaît pas aussi instantanément. On peut avoir une fenêtre où il n'y a pas d'anticorps et finalement, dès que l'antigène disparaît, après quelques temps, une fenêtre creuse, il y a apparition de l'anticorps. Mais il est quasiment impossible de retrouver à la fois l'anticorps et son antigène. Quand est-ce qu'on va dire qu'un malade fait une hépatite aiguë? Un malade avec hépatite aiguë, c'est quand vous avez l'antigène HBS positif associé à l'anticorps anti-HBC, particulièrement le type IgM qui revient positif. Alors, si vous avez à la fois l'antigène HBS positif avec la présence des anticorps anti-HBC type IgM positif et en plus vous avez la présence de l'anticorps anti-HBC type IgG positif, ça veut dire que c'est un malade qui fait une hépatite chronique mais avec un épisode, un pic aigu. Donc, ce qui justifie la présence de l'antigène, l'anticorps anti-HBC, le type IgM. De toutes les façons, dès qu'il y a l'antigène, l'anticorps anti-HBC, le type IgM, ça signe un processus aigu. Quand est-ce qu'on dira qu'un malade fait l'hépatite chronique? Il y a deux possibilités. Soit on dose l'antigène HBS aujourd'hui et on redose 6 mois après.
Donc, un malade qui est positif, qui a un antigène HBS positif à 6 mois d'intervalle, donc 2 antigènes HBS positifs à 6 mois d'intervalle, celui-là fait une hépatite chronique. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, on peut le savoir au même instant qu'on fait l'antigène HBS. On demande au malade de faire l'antigène HBS et en même temps les anticorps anti-HBC. Si le malade a l'antigène HBS qui est positif, avec l'anticorps anti-HBC, le type IgG qui revient positif, ça constitue une hépatite qui est chronique. Voilà les deux possibilités disponibles pour parler de l'hépatite chronique, pour diagnostiquer l'hépatite chronique. Un malade qui est en cure fonctionnelle, guéri entre guillemets, il a eu à faire l'hépatite, mais actuellement, il est en cure fonctionnelle, on va le reconnaître par la perte de l'antigène HBS qui sera, l'antigène HBS sera négatif, mais avec la présence de l'anticorps anti-HBC, le type IgG. Rappelez-vous, le C, il signifie cicatrice. Donc, c'est ce qui marque la cicatrice de l'antigène HBC. Je dis bien le C à l'état normal. Normalement, ça signifie l'antigène du corps. Le C veut dire corps. Pour retenir facilement les choses, quelqu'un qui a l'anticorps anti-HBC, ça signifie une cicatrice. Ça signe qu'il a eu à rencontrer le virus de l'hépatite B. Donc, chez ces malades-là qui a eu à faire l'hépatite, il est guéri, entre guillemets, il est en cure fonctionnelle parce que l'antigène HBS est négatif. L'anticorps anti-HBC, le type IgG, est positif pour marquer la cicatrice. Ce malade-là, après une période, une fenêtre, va noter une apparition. Donc, on va noter une apparition dans son sang, cette fois-là de l'anticorps anti-HBS. Cet anticorps, c'est elle qui protège. Ce n'est pas l'anticorps anti-HBC qui protège, c'est l'anticorps anti-HBS qui confère une protection contre l'hépatite B. Donc, on va revenir sur l'indication de la vaccination pour vous dire quel malade pourra être vacciné contre l'hépatite B. On va le voir avec les diapositives qui viendront sûrement vers la fin, dans la partie prévention. Alors, un malade qui n'a jamais eu à faire l'hépatite B, mais qui a été vacciné, on va le reconnaître par la négativité de tous les marqueurs, sauf la présence de l'anticorps anti-HBS. C'est un malade qui a été vacciné. Donc, vous voyez que c'est différent de celui qui est en cure fonctionnelle. Celui-là a la cicatrice avec l'anticorps anti-HBC qui est positif, particulièrement le type IgG qui est positif, la négativation de l'antigène HBS et la présence de l'anticorps anti-HBS. Donc, pour ce qui concerne l'antigène HBE, l'anticorps anti-HBE, la charge virale, ça varie selon que le virus se réplique ou pas. La charge virale, si la réplication est importante, la charge virale sera élevée. Si la réplication est basse, la charge virale aussi sera moins élevée. L'anticorps anti-HBE peut apparaître chez un malade qui est en phase chronique. Donc, ça décrit même les différentes phases de l'évolution naturelle de l'hépatite chronique. Pour ne pas revenir dessus, on l'avait largement expliqué sur les diapositives précédentes. Un mot sur deux petites nouveautés dans le suivi des malades avec hépatite, c'est l'utilisation de l'échographie avec contraste. Donc, on sait que grâce à une compréhension de la physiologie, surtout vasculaire du foie, et le comportement de chaque lésion hépatique, il y a eu carrément une approche qui est née, une approche qui était d'ailleurs déjà utilisée avec la tomodensitométrie ainsi que l'IRM, où on se base sur l'injection d'un produit de contraste et voir la capacité de la lésion à fixer le produit de contraste selon que nous sommes au temps artériel, c'est-à-dire quand le produit de contraste est amené au foie par l'artère hépatique, ou alors quand on est à la phase veineuse, c'est-à-dire la phase où le produit de contraste est amené
au niveau du foie par l'artère, la veine porte. Donc, cette technologie a été récemment intégrée avec l'échographie. On sait que l'échographie, c'est un moyen par excellence, vu que c'est un moyen qui est non invasif. Ça va permettre, même les produits de contraste utilisés, on peut recourir à ces produits de contraste même chez la femme enceinte pour éviter la tératogénicité de certains produits de contraste utilisés avec le scanner ou l'IRM. Donc, cette échographie de contraste va aider, par exemple, sur cette diapositive, à faire la différence entre un carcinome hépatocellulaire et une hyperplasie nodulaire focale qui, avec l'échographie conventionnelle, ça sera difficile de faire la part des choses. Si on injecte les produits de contraste à un malade qui a le carcinome hépatocellulaire, on va voir que la lésion va capter le produit de contraste à la phase artérielle. Dès que le produit de contraste arrive par l'artère hépatique, il y aura une hyperéchogénicité de la lésion. Mais dès que le sang passe au niveau veineux et que le produit de contraste va revenir, quand ça revient au niveau de la phase, pendant la phase veineuse, on va noter que la lésion qui était hyperéchogène, quand on va placer la sonde pendant la phase veineuse, on va se rendre compte que très rapidement, la lésion va perdre son hyperéchogénicité. C'est comme si la lésion était délavée de produits de contraste. C'est ce qu'on appelle en anglais le washout. Le washout va apparaître soit très rapidement ou peut aller jusqu'à la phase tardive de la phase portale, ce qui n'est pas observé en cas d'hyperplasie nodulaire focale. Là, il y a une prise de contraste pendant la phase artérielle comme le carcinome hépatocellulaire, mais là, il n'y a pas de washout. La lésion va garder le produit de contraste, même au niveau pendant la phase portale. Donc, ce sont ces petits éléments qui vont permettre même de faire le diagnostic des différentes lésions, même par exemple les métastases hépatiques, un lipome, ainsi de suite. Ça va permettre de carrément faire la différence entre les lésions bénignes et une lésion carcinomateuse comme le carcinome hépatocellulaire. Un autre élément important dans le diagnostic morphologique, c'est l'avènement du fibroscan. Le fibroscan, cet appareil, c'est comme un petit appareil d'échographie avec une sonde particulière, a la capacité de mesurer l'élasticité du foie, c'est-à-dire la facilité avec laquelle le foie se laisse traverser par une onde de choc. Donc, cette sonde particulière est munie d'un bouton. Dès que vous appuyez au niveau de ce bouton, il y aura décharge d'une onde de choc. Donc, la sonde est placée au niveau de l'hypocondre droit, entre les côtes, bien sûr, pour viser directement le parenchyme hépatique. Et l'onde de choc va traverser le foie. Pendant ce passage, l'appareil va mesurer la résistance avec laquelle le foie se laisse ou le foie s'est fait traverser par cette onde de choc. Les résultats vont se présenter sous forme en kilopascal et plus l'élasticité est élevée, plus la fibrose au niveau hépatique est élevée. C'est particulièrement important cet appareil parce que c'est un moyen non invasif de diagnostic précoce de la fibrose. En Afrique, on diagnostique très souvent la cirrhose au stade où le foie devient dur avec le bord tranchant et autres, mais là, un malade qui a l'hépatite, on peut déjà détecter la fibrose un peu plus tôt et démarrer le traitement et éviter l'évolution de la nécroinflammation vers la cirrhose et même le carcinome hépatocellulaire. Donc, dans l'évolution des différentes recommandations selon les sociétés savantes, on a vu que la ponction biopsie hépatique, comme avec 2005, 2006, 2007, les sociétés savantes mettaient la biopsie en première position, dans le diagnostic de la fibrose. Alors, dans l'évolution, avec les nouvelles recommandations, par exemple les recommandations américaines de 2016 et plus récemment les recommandations européennes de 2017, on voit que la biopsie commence à être, ça reste bien sûr le gold standard dans le diagnostic de la fibrose, mais
ça, on le laisse, on utilise ça de moins en moins. Donc, les moyens non invasifs le moyen non invasif occupe aussi une place aussi égale égale à la biopsie hépatique. Ce qui fait que, par exemple, les recommandations de l'ISOL 2017, ils demandent de faire la biopsie ou, donc carrément, à peu près au même niveau que la biopsie, on peut recourir aux moyens non invasifs, notamment le fibroscan ou l'échographie de contraste. Alors, avec la biopsie, qui reste quand même, comme je l'ai dit, le gold standard dans le diagnostic de la fibrose, il y a eu définition des stades de fibrose qu'on appelle le stade de métavir. Donc, un malade qui est au stade F0, ça correspond à l'absence de fibrose. F1, la présence d'une fibrose portale avec absence de septa. F2, la présence de septa avec la fibrose portale. F3, la présence de plusieurs septa mais avec absence de signes évidents de cirrhose. Et le dernier stade, c'est la cirrhose, le stade F4 qui correspond à la cirrhose. Donc, un rapprochement, une concordance a été faite avec les résultats du fibroscan, ce qui fait que un malade qui a une élasticité de entre 2,5 et 7, trouvé ou déterminé au fibroscan, sera considéré comme faisant une fibrose minime ou l'absence de fibrose si on fait une correspondance avec les différents stades de métavir. Alors, le malade qui ont plus de 9,5 kPa d'élasticité au fibroscan, ce sont des malades qui peuvent être pris comme faisant une fibrose sévère, le stade F3 de métavir. Et le stade F4 correspond à une élasticité supérieure à 14 kPa. Maintenant, concernant le traitement, je préférerais mieux, encore une fois, pour des raisons techniques, d'arrêter l'enregistrement et proposer une troisième partie pour ne pas être interrompu. Alors, restez avec nous pour la dernière partie qui correspond au traitement. C'est d'ailleurs la partie la plus intéressante où on va parler des molécules utilisées dans le traitement, surtout l'indication et comment suivre le malade avec hépatite B. Merci.